les experts. On parle d'infection et de vaccins aujourd'hui sur France Bleu dans les experts. Bonjour, docteur Christophe Strady. Bonjour. Médecin, spécialiste des maladies infectieuses pour le groupe Courlancy Santé à Reims. Alors, quand on regarde les études sur les vaccins, on se rend compte que la France est vraiment un pays pas comme les autres. Nous, Français, nous sommes les plus réfractaires en Europe à la vaccination. Pourquoi ? Oui, effectivement, il y a 2 études internationales qui montrent qu'on est le pays où l'hésitation à se vacciner, ou on pourrait dire jusqu'à parfois la méfiance, la défiance, la population française est le pays au monde le plus méfiant, le plus hésitant. Le déterminant, c'est vraisemblablement 41% des Français sont hésitants vis-à-vis de la sécurité des vaccins. Donc ils remettent en cause la sécurité des vaccins. C'est probablement le facteur principal d'explication. Dernier point, il y a une autre étude qui montre que dans le monde, la France est un des pays où partent le plus de messages négatifs vis-à-vis de la vaccination sur Internet. Donc sur les réseaux sociaux, sur parfois, mais ce qu'on voit en général, c'est vrai, c'est fondé ou c'est du mensonge ? On peut comprendre la crainte des effets secondaires, on les ressent tous, on a la douleur au bras, il y a des effets secondaires, il peut y avoir des réactions allergiques graves, mais il y a des choses connues, et il y a certainement, de mon point de vue, une part d'irrationnel pour certains sujets, certains effets secondaires. Tout médicament, de toute façon, a des effets secondaires, même ceux vendus en libre service pour un rhume en pharmacie. Le vaccin est un médicament, comme un autre. On parle beaucoup de la problématique de l'aluminium dans les vaccins. On entend parfois que l'aluminium dans le cerveau, ça peut peut-être contribuer au développement de la maladie d'Alzheimer. Tout ça, ça en est où ? C'est vrai ? C'est déjà, pas vrai ? l'aluminium, c'est important pour booster la réponse vaccinale. Sans l'aluminium, on n'aurait pas d'efficacité de certains vaccins. Et des vaccins comme la diphtérie, le tétanos, la polio, on est vacciné contre ces 3 valences vaccinales depuis 4 générations. Dans le monde, c'est plusieurs milliards d'individus qui ont été vaccinés. Donc je pense que si l'aluminium avait un effet secondaire, sérieux ou fréquent, on aurait déjà eu des signaux dans le monde. Et la France, donc, fait partie des pays les plus défiants par rapport aux vaccins. Pour ceux qui... Donc, il y a une partie de vaccins obligatoires. C'est quoi ces vaccins obligatoires en tant qu'adulte en France ? Alors, les vaccins obligatoires, il y a 3 valences vaccinales, c'est diphtérie, tétanos, polio, qui sont des anciennes maladies qu'on ne connaît plus, mais qui ont eu un poids terrible en termes de maladies infectieuses. Récemment, dans notre hôpital, on a perdu une dame de la polio. La polio, quand on regarde son parcours de santé, ça a été une vie de séquelles, d'hospitalisation. On a perdu tout le poids, toute la morbidité, la mortalité de ces maladies infectieuses. On ne les connaît plus. On ne connaît plus que les effets secondaires, on ne connaît plus les maladies pour lesquelles on vaccine. Mais la polio, ça s'attrape par de l'eau qui est pas potable qu'on aurait bu. Chez nous, en France, en métropole, l'eau, on la boit, l'eau du robinet, on nous dit qu'il n'y a pas de risque. Alors effectivement, on a un système d'hygiène, et notamment de l'hygiène de l'eau, qui est la cause principale de la polio, qui permet une protection. On n'a pas eu de cas en France depuis plusieurs années. Donc si on ne voyage pas, comment on peut attraper la polio ? Pas de risque, sauf qu'on peut avoir... La France n'est pas un pays fermé, bien heureusement. Il peut y avoir des réimportations de pays où il reste des foyers résiduels de polio. Et si on ne maintient pas une couverture universelle dans notre population, on n'est pas à l'abri de réimportation. Il y a eu un cas de réimportation récent en Ukraine, donc aux portes de l'Europe, de polio. Donc ce vaccin qui fait les 3, diphtérie, tétanos, polio, il est obligatoire en France. Qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, si on refuse de le faire, si on refuse de vacciner ses enfants ? On risque quelque chose, j'imagine pour sa santé, mais pénalement peut-être aussi ? D'abord, avant tout, pour sa santé, de mourir du tétanos, c'est pas terrible, entre guillemets. C'est des maladies qui sont quand même importantes. Oui, pour les enfants, normalement, la loi ne permet pas l'inscription scolaire pour ces valences-là. Mais qui dit vaccin obligatoire, il y a également des vaccins recommandés. Il faut pas vivre avec l'idée que les vaccins recommandés sont moins importants que les vaccins obligatoires. Les vaccins recommandés sont tout aussi importants en termes épidémiologiques du contrôle des maladies infectieuses. On va voir justement quels sont ces vaccins recommandés, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est dans la deuxième partie des experts. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions à Dr Christophe Strady, médecin spécialiste des maladies infectieuses pour le groupe Courlancy Santé à Reims. 03 26 50 81 81. Notre expert est à votre service ce matin sur France Bleu.
France Bleu, votre émission Les Experts. Chaque jour, un spécialiste différent de notre région, la Champagne-Ardenne, vient vous répondre en direct au 03 26 50 81 81. Aujourd'hui, on est avec le docteur Christophe Strady, médecin spécialiste dans les maladies infectieuses pour le groupe Courlancy Santé à Reims. Alors, on a parlé des vaccins obligatoires pour adultes et pour enfants. C'est diphtérie, tétanos, polio, les trois obligatoires souvent regroupés en un seul vaccin. Ceci dit, en 2017, là en ce moment, si on cherche à se faire vacciner pour ces vaccins-là, souvent à la pharmacie, on nous dit qu'il y a une rupture de stock. Oui, effectivement, il y a des ruptures de stock, diphtérie, tétanos, polio, qui posent le problème, l'indication à l'âge de 6 ans, puisque ce vaccin est recommandé. Donc, on est obligé d'utiliser, il y a des recommandations pour utiliser un vaccin composant une valence, par exemple, coqueluche en plus, donc un vaccin combiné avec une valence en plus, qui ne répond pas strictement aux critères des vaccins obligatoires. Il y a d'autres vaccins, l'hépatite A, il y a eu d'autres ruptures de stock. Mais pourquoi cette rupture de stock sur un vaccin obligatoire ? On peut anticiper peut-être sur le calendrier des vaccinations de tous les Français en se disant, par an, il y a tant et tant de besoins, de petits flacons de vaccins. Pourquoi cette rupture ? Les industriels sont soumis à des contraintes de sécurité, bien heureusement, c'est ce qu'on leur demande. Et donc, parfois, il y a un problème dans la chaîne de fabrication où il peut y avoir une rupture de chaîne de production. Et dans ce cas-là, la chaîne de production de l'industriel est bloquée et c'est les autres industriels qui doivent compenser. Il n'y a pas de monopole, ils sont plusieurs à le faire. Il peut y avoir des monopoles sur certaines valences, mais rarement. Et donc, n'oublions pas que, bien heureusement, la demande de vaccins, elle est mondiale, elle n'est plus seulement sur les pays occidentaux, etc. Et donc, les industriels se retrouvent sur des tensions sur l'approvisionnement. Et donc, parfois, régulièrement, de plus en plus, malheureusement, il y a des tensions d'approvisionnement sur certaines valences vaccinales. Alors, il y a des adultes qui ont toujours leur carnet de santé à portée de main. Un jour, ils ont le réflexe. Il y en a d'autres qui ne savent pas du tout où ils en sont dans les vaccins. Il y a le carnet de santé, on ne sait pas où il est. Comment ça se passe ? Est-ce que, par exemple, sur la carte vitale, il y a un historique aussi électronique des vaccins qu'on a fait, du coup des échéances à ne pas louper pour les rappels ? Alors, non, pas sur la carte vitale, on peut le regretter, etc. Ouais. On est à la demande d'un outil, un outil électronique, le calendrier vaccinal électronique. Moi, je plaide pour sa mise en place avec un accès médecin, un accès patient sur Internet. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez perdu votre carnet de vaccination, s'il n'y a pas de traçabilité, consultez votre médecin traitant. Il a un dossier informatisé. C'est l'acteur principal de votre suivi de vaccination. Il a probablement une traçabilité. C'est lui qui sera capable de juger si vous devez vous refaire vacciner. Le calendrier vaccinal a été simplifié. Avant, c'était tous les 10 ans. Donc, comme on savait pas, vous voyez, 10 ans, c'était il y a 12 ans, 13 ans, etc. Maintenant, les rappels diphtérie, tétanos, polio sont à 25, 45, 65 ans. C'est à des âges fixes. Donc, ce qui fixe les choses pour tout le monde pareil et ce qui simplifie le problème des 10 ans et l'oubli l'oubli du prochain rappel vaccinal. Donc voilà pour les vaccins obligatoires. Il y en a d'autres qui sont conseillés. Je pense à tout ce qui est rougeole, rubéole, grippe aussi pour les seniors. Souvent, on dit la grippe, c'est important de se vacciner. Donc pour les obligatoires, c'est pris à 100% par la Sécu. Pour les optionnels, du coup, c'est quoi le remboursement ? C'est pas remboursé à 100%, c'est remboursé à 65%. Vous parlez de rougeole, oreillon, rubéole, 3 beaux exemples. La prévention de la rubéole congénitale, voilà un beau succès de la vaccination en France. Il n'y a plus de cas de rubéole congénitale depuis quelques années en France. Ça, c'est le succès de la vaccination. C'est pas un vaccin obligatoire, c'est un vaccin recommandé, mais qui est tout aussi important que les vaccins obligatoires. La rougeole, on pense que c'est une maladie infantile banale. Oui. Mais entre 2005 et 2012, il y a eu 25 000 cas de rougeole en France, 1000 hospitalisations dans des unités lourdes, unités de soins intensifs, réanimation, et 10 décès. On en parle peu. Mais voilà, c'est triste de mourir de la rougeole au jour d'aujourd'hui en France. Dans l'idéal, c'est même ces vaccins-là qu'on pense pour les enfants. Vous conseillez à des adultes de se faire vacciner. Le bénéfice-risque, l'injection d'aluminium, de produits chimiques, malgré tout,
le bénéfice-risque est plus dans le bénéfice du coup. Alors pour rougeole au rayon rubéole, c'est dans l'enfance qu'on se fait vacciner, c'est autour de l'âge de 1 an. Chez l'adulte, en dessous d'un certain âge, de ceux nés après 1981, il peut y avoir un rattrapage. Le rougeole au rayon rubéole n'est pas placé chez l'adulte. Par contre, il peut y avoir des rattrapages en cas de non-vaccination pour obtenir une couverture vaccinale de plus de 95%, qui permettrait, même la rougeole, c'est une transmission interhumaine. Elle est potentiellement éradicable comme on a éradiqué la variole dans le monde. Alors le rapport bénéfice-risque, le rougeole au rayon rubéole, il y a des effets secondaires. On les connaît, ils sont exceptionnels, on connaît leur incidence qui est très très faible et qui ne remet pas en cause quand on connaît le poids de ces maladies. Est-ce qu'il y a une période idéale pour se faire vacciner ? Je pense à la grippe notamment. Alors, pour les vaccins du calendrier vaccinal, il n'y a pas de période. Le calendrier vaccinal vous dit à quel âge il faut se faire vacciner. Donc, il faut respecter les recommandations. Pour la grippe, en général, c'est en automne qu'on se fait vacciner, parce que le vaccin. Octobre-novembre, dans l'idéal. Octobre-novembre. En général, c'est en octobre-novembre que sont mis à disposition sur le marché les vaccins antigrippaux. La grippe, une des maladies infectieuses qui a le plus de mortalité en France, avec le pneumocoque, qui est une bactérie, 2 infections respiratoires, une virale, une par une bactérie, et souvent la grippe fait le lit des infections bactériennes à pneumocoque. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à se vacciner, que notre corps en fait ne soit plus résistant, qui sache plus se défendre par lui-même, à part par des produits d'industrie pharmaceutique ? Alors, je ne le pense pas. La résistance, c'est les bactéries qui s'adaptent très facilement aux antibiotiques et qui nous mettent en danger. Les vaccins, on peut dire oui, on va saturer notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il est capable d'absorber une quantité d'épitopes d'antigènes qui est largement supérieure aux antigènes proposés par tous les vaccins dans le calendrier vaccinal. Et de plus, depuis plusieurs années, avec les progrès des vaccins, la purification des antigènes, etc., on a beaucoup moins d'antigènes dans les vaccins. On expose à des antigènes beaucoup moins qu'il y a 20 ans avec les anciens vaccins, comme la polio orale, comme d'autres vaccins. On va continuer de parler de ces maladies infectieuses, des vaccins aussi. Vous pouvez bien sûr intervenir dans l'émission et poser vos questions à Dr Christophe Stradi, médecin, spécialiste des maladies infectieuses pour le groupe Courlancy Santé à Reims. 03 26 50 81 81. Ces dernières années, en Champagne-Ardenne, on a remarqué une recrudescence de la rougeole. On va voir pourquoi. On va aussi parler de la maladie de Lyme et puis des conseils pour les voyageurs aussi. Faut-il se faire vacciner en fonction du pays dans lequel on va et où trouver toutes ces informations fiables sur Internet, sur un site sécurisé et encore une fois fiable. Méfiez-vous d'Internet. C'est dans la 3e partie des experts. Direction Moncey-l'Abbaye. Bonjour Nadine. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, dans les années, je me rappelle plus exactement, on a fait le vaccin d'hépatite B. Moi, mon mari et mes 2 enfants. Et dans ces moments-là, il y a eu une grosse polémique qu'il fallait arrêter, que ça donnait la sclérose en plaques. Donc notre médecin traitant, on n'a fait que 3 injections sur 4. On a arrêté. Et là, il y a 9 mois, mon fils a décelé la sclérose en plaques. Donc, est-ce qu'il y a quand même un risque avec... est-ce que ça vient de ça, de ce vaccin ? Docteur Dominique Stradi. Christophe Stradi, pardon. Alors oui, il faut rappeler ce que c'est que le virus de l'hépatite B. Il se transmet par voie sexuelle, il transmet par voie injectable, les toxicomanes par voie intraveineuse, etc. Ça donne une infection aiguë du foie qui peut se chroniciser et donner une cirrhose du foie. Une cirrhose du foie, voire un cancer du foie dans les stades tardifs de la maladie. Effectivement, vous avez raison, madame, il y a eu une polémique il y a plusieurs années sur sclérose en plaques et vaccin de l'hépatite B. C'est au jour d'aujourd'hui, on a un peu de recul maintenant sur cette polémique, aussi bien en France et surtout dans le monde. Il y a eu plusieurs études, plusieurs rapports de différentes agences gouvernementales qui ne semblent pas, qui ne démontrent pas de lien de causalité entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il existe toujours ce vaccin ? Oui, bien sûr, il est recommandé. Ça fait partie des vaccins recommandés dans l'enfance avec une politique de rappel et de rattrapage.
Sur le cas de votre fils, il est malheureusement atteint d'une sclérose en plaques. Je ne peux pas porter de jugement, c'est malheureux pour lui. Je ne peux pas porter de jugement sur l'imputabilité du vaccin de l'hépatite B, je me permettrai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que lui, effectivement, quand on regarde les recommandations, il faut probablement éviter par principe de précaution de le vacciner, mais je pense que les autres membres de la famille, la recommandation de se faire vacciner contre l'hépatite B reste valable. Donc quelqu'un qui développe une sclérose, plus de vaccin pour l'hépatite B, mais quelqu'un qui va bien, vous conseillez quand même de faire les vaccins? Bien sûr, pour l'entourage ou pour tous les autres qui n'ont pas d'antécédents, un antécédent familial, pas d'antécédents, je conseille de respecter la recommandation vaccinale de se faire vacciner contre l'hépatite B pour prévenir cette maladie. Là encore, on a un des pays en France, on a un des pays dans le monde où on a dans le monde occidental, où on a l'épidémiologie la plus mauvaise vis-à-vis de l'hépatite B. C'est-à-dire, il y a combien de Français qui sont vaccinés, le pourcentage vacciné contre l'hépatite B, comparé à d'autres pays de l'Union européenne, l'Allemagne par exemple? Alors, pour l'hépatite B, on a progressé en quelques années. On était à 40-30% il y a plusieurs années, il y a 5 à 10 ans, et on était largement derrière les autres pays européens. On est plus aux alentours maintenant de 60-70%. Il faudrait qu'on arrive... Les autres, les pays anglo-saxons, scandinaves, sont à plus de 85-90%. Est-ce qu'il y a plus de sclérose en plaques en Angleterre qu'en France? Non. Bon, donc c'est le bénéfice-risque, le fameux. La polémique sclérose en plaques, vaccin de l'hépatite B, est une polémique qui a été essentiellement franco-française. Les États-Unis, l'Angleterre n'ont pas eu cette polémique. Ils ont eu d'autres polémiques, Ils ont eu autisme avec certaines valences vaccinales, ils ont eu d'autres polémiques. C'est très intéressant à voir qu'aussi qu'il y a des polémiques qui sont très dépendantes de certains pays. Voilà, Nadine, pour votre réponse. À bientôt, Nadine. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. 03 26 50 81 81. On parle des vaccins aujourd'hui dans Les Experts. France Bleu Champagne-Ardenne, midi, Olivier Catio. La France fait partie des pays les plus défiants par rapport aux vaccins. Alors on a parlé de ceux obligatoires, de ceux recommandés, des risques aussi. Pour vous répondre, c'est un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, le docteur Christophe Stradi du groupe Courlancy Santé à Reims, qui est là à 03 26 50 81 81. Bonjour Nicole. Bonjour. Nicole de Reims, quelle est votre question? Voilà, j'ai lu cette semaine sur un journal, Notre Temps, qu'il y avait un vaccin contre le zona. En fait, je pense à cette question parce que ma fille a 59 ans, elle est actuellement justement victime d'un zona. Déjà depuis une quinzaine de jours. Un zona, ça fait énormément souffrir. Oui. Et ça fait aussi énormément souffrir profondément puisque on a des douleurs nerveuses qui restent très longtemps. Elle, c'est le 4e dans sa vie. Et donc je pense que ce vaccin que ce docteur d'un hôpital parisien disait qu'il y a énormément de gens qui n'ont jamais été, qu'on leur a peut-être jamais proposé ou qui n'ont pas accepté parce qu'on sait qu'on est toujours défiant à l'égard des vaccins. Donc, existe-t-il un vaccin contre le zona? Est-ce que vraiment ça existe? Oui, il existe un vaccin contre le zona qui est recommandé après 65 ans, sur les strates d'âge après 65 ans. Vous allez me dire pourquoi cet âge? On peut avoir un zona qui est la résurgence de la varicelle. Et effectivement, ça est une maladie qui peut être douloureuse et qui peut donner ce que vous dites des algies post-zona, post-zostérienne, qui peuvent altérer la qualité de vie. Et c'est tout l'intérêt de ce vaccin. Alors pourquoi après 65 ans? Parce que on sait qu'à partir d'un certain âge, l'incidence est très supérieure aux strates d'âge d'avant. Pendant la jeunesse ou quand on est adulte. Donc direction de médecin généraliste. Et après 65 ans, il y a un vaccin qui est recommandé par le calendrier vaccinal. Pas obligatoire, mais recommandé. Recommandé, là encore. Contre le zona. Voilà Nicole pour votre réponse, Nicole de Reims. Elle a 59 ans, elle ne peut pas le faire. Elle a déjà eu un zona, donc c'est pas une indication quand on a déjà eu. Quand on peut refaire un vaccin, mais là elle est dans une strate d'âge où le vaccin n'a pas été étudié, donc ce n'est pas recommandé dans cette strate d'âge, madame. Même si elle en fait souvent. Donc. Non, après ce qu'on peut discuter, c'est des traitements antiviraux préventifs ou de retraiter très précocement, mais là le vaccin n'a pas d'indication dans le cas particulier de votre fille. Voilà, merci de votre réponse, docteur Christophe Stradi. On est à la veille de l'été, beaucoup de gens vont en profiter, ceux qui ont de la chance de pouvoir partir au bout du monde, faire de grands voyages. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour prévenir les maladies infectieuses dans des pays
tropicaux, peut-être par rapport aux moustiques, par rapport aux fruits et légumes qui sont mal lavés, à l'eau qui n'est pas forcément aussi potable ailleurs qu'en France. Alors déjà, la première chose, l'occasion du voyage, c'est de revenir à la pyramide de la vaccination. Et c'est donc un excellent événement pour remettre à jour ces vaccins du calendrier vaccinal. Oui. On en revient aux discussions antérieures. Donc ça, c'est les obligatoires. Non, ou Non. recommandés. Ou recommandés. Obligatoire, diphtérie, tétanos, polio, parce qu'il peut y avoir de la polio, il peut y avoir de la diphtérie dans certains pays étrangers, d'où l'intérêt d'être à jour de ces vaccins pour le voyageur. Et puis d'autres vaccins, coqueluche, rougeole. Il y a des rougeoles, il y a des pays comme d'autres pays où l'incidence de la rougeole est très supérieure à la France. Mais il faut anticiper, c'est-à-dire que si on part par exemple au mois d'août, c'est dès maintenant qu'il faut se faire vacciner, c'est pas 2 semaines avant, clairement, pour que le vaccin puisse agir. Clairement, il faut anticiper son voyage plusieurs semaines avant, parce qu'il peut y avoir plusieurs vaccins, on peut en faire 2 en même temps dans chaque bras, mais on peut pas en faire 4 en une semaine. Si on s'y prend l'avant-veille, c'est souvent trop tard. Ouais. Est-ce qu'il y a un site internet officiel, et j'insiste là-dessus parce que sur internet parfois on voit tout et n'importe quoi, mais qui nous dit, voilà, vous comptez partir par exemple dans le nord de la Thaïlande ou dans le sud de l'Afrique, et bien voilà les maladies, voilà ce qu'on vous conseille par rapport au vaccin, par rapport au traitement anti-palu, etc. Alors il y a des sites internet, le site du gouvernement, santé.gouv, donc des sites publics. santé.gouv.fr. Il peut y avoir aussi des sites spécialisés comme l'Institut Pasteur de Lille. Il y a le site de l'Institut de Santé publique France, l'ancien Institut national de veille sanitaire, qui sont plus, somme toute, des sites destinés aux professionnels de santé. N'oublions pas que l'acteur principal de la prévention du voyageur, c'est le médecin généraliste, qui lui peut prendre un conseil auprès d'un spécialiste du voyage en maladies infectieuses. Il y a des centres de vaccination internationale du voyage. Dans certaines destinations, j'ai oublié d'en parler, il y a la vaccination contre la fièvre jaune, notamment en Afrique intertropicale ou en Amérique du Sud. Il y a des zones, la fièvre jaune est une maladie grave qui peut toucher le foie, d'autres organes, mais le foie. Et là, c'est un vaccin obligatoire sur le plan du règlement sanitaire international. Certains pays, donc on ne peut pas aller dans ce pays si on n'a pas été vacciné. Vous n'avez pas. Et du coup, c'est marqué sur le visa, il y a un tampon du vaccin, du médecin. Vous faites vacciner au centre de vaccination internationale du voyageur, dans des centres agréés, et ils vous remettent un carnet international avec un tampon officiel, d'accord ? Et c'est ça qui fait foi pour passer la police des frontières. Voilà, donc avec toutes les infos auprès de son généraliste et puis du site internet officiel du ministère de la Santé, santé.gouv.fr si vous partez à l'étranger. Il y en a probablement d'autres, mais comme toujours, il faut se méfier il faut être très critique, très critique par rapport à la fiabilité du site. Merci d'avoir répondu aux nombreuses questions des auditeurs de France Bleu Champagne-Ardenne ce matin dans Les Experts. Docteur Christophe Stradi, médecin spécialiste des maladies infectieuses pour le groupe Courlancy Santé à Reims. À bientôt. Merci.